Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer à la une de ce journal. Examen de fin d'année, le ministre de l'Éducation nationale décide de la réouverture des inscriptions en ligne, une bonne nouvelle pour les retardataires. Exportation du Padouk, désormais conditionnée par la délivrance d'un permis spécial, un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur. À l'étranger, enfin, un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution exigeant de nouveau le retrait des forces russes. Nous ouvrons ce journal en éducation pour parler des examens nationaux. Le ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc, a ordonné la réouverture en ligne des inscriptions à titre exceptionnel en faveur de retardataires pour leur permettre de participer aux examens de fin d'année. Chimène. Dans un communiqué datant du 22 février, Camélia Toutoum-Leclerc annonce aux candidats aux différents examens nationaux retardataires la réouverture à titre exceptionnel des inscriptions en ligne du 23 au 27 février 2023. Ces inscriptions se font par le biais de deux plateformes, à savoir www.examengabon.com et www.bactechgabon.com. Le dépôt de dossier se fait du 22 février au 1er mars 2023. Pour Camélia Toutoum-Leclerc, cette faveur vient répondre à la forte demande sociale, au désespoir des retardataires et des familles. Nombreux sont les candidats qui n'ont pas pu procéder dans le délai imparti à leur pré-inscription en ligne pour les examens de fin d'année scolaire 2022-2023 lors de la première phase. Pour leur permettre d'être à jour, le ministre de l'Éducation nationale invite les directeurs d'académies provinciales, les directeurs de zones académiques, les chefs de circonscription scolaire et les responsables d'établissements à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette opération. Conformément à l'arrêté numéro 060/MENFC du 6 octobre 2022 fixant le calendrier des examens de l'année scolaire 2022-2023, la première phase de pré-inscription en ligne a eu lieu du 14 novembre 2022 au 13 janvier 2023. Rappelons que cette faveur ne change pas les dates retenues pour le déroulement des examens nationaux. Conférence de presse ce matin à l'immeuble rénovation de l'ONG Aurore, occasion pour cette organisation d'expliquer aux participants ses ambitions de mener à bien ses actions en faveur de l'égalité genre, des droits de la femme et des enfants, mais aussi en rapport avec les activités qu'elle compte mener au cours de cette année. Des précisions dans cet élément signé Maya Meza. Une ONG dont la vocation est la sensibilisation, la prévention, le conseil, la prise en charge et l'accompagnement. Initiative à la fois louable et salutaire, tant ce fléau prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Fondée en février 2022, l'ONG Aurore lutte contre les violences faites aux femmes. On œuvre également pour leur autonomisation financière et on agit en faveur des enfants défavorisés et enfants de la rue. Au cours de cette conférence, l'ONG a également présenté les résultats obtenus depuis sa création et les défis à venir, ainsi qu'un événement majeur qu'elle organise. Le 3 mars prochain, nous avons un événement intitulé « Un refuge pour elle » qui est la 3e édition. Donc, c'est quoi un refuge pour elle? Un refuge pour elle est une soirée caritative afin de lever des fonds pour la construction d'un centre d'accueil pour femmes battues. Et nous sommes à la 3e édition. Les 2 premières éditions ont permis d'acheter le terrain. Et puis l'année dernière, nous avons bénéficié du fonds PISCA de l'ambassade de France pour la construction de ce centre d'accueil qui est en cours de finition. Et donc après cette construction, il faudra équiper ce centre d'accueil. Donc c'est pour cela que nous lançons cette levée de fonds à travers cette soirée caritative pour pouvoir équiper le centre d'accueil et pouvoir enfin, bien évidemment, définir une date pour l'inauguration.
Suivant la ligne directrice de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, dans son combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette initiative de l'ONG Aurore, dirigée par Ida Flore Marundu, s'inscrit donc dans une logique de respect des droits humains à travers la création de cette cellule d'écoute. La suite de ce journal, nous parlons des entreprises forestières du Gabon qui ne peuvent plus exporter le padouk, une décision de la Convention internationale du trafic espèces végétales prise de ce jour. Ce bois à haute valeur ajoutée représente la 5e essence la plus vendue par le pays. Un nouveau coup dur pour les professionnels de ce secteur qui dénoncent un choix irrationnel. Décryptage de Carmen Eyegé. En moyenne, chaque année, plus de 100 000 mètres cubes de padouk sont exportés par les forestiers gabonais. Mais à partir d'aujourd'hui, les commerçants devront faire face à de nouvelles barrières administratives. Ça met des contraintes très importantes sur les entreprises forestières, notamment du Gabon, qui pour moi ne se justifient pas d'un point de vue écologique. On vient à limiter l'exportation d'une espèce qui est considérée par des scientifiques comme étant non menacée. Et donc, c'est effectivement, selon moi, une décision qui est pas justifiée. Effectivement, une congrégation scientifique qui s'est tenue à Libreville en décembre a évalué le padouk gabonais hors de danger d'extinction. Seulement, une espèce très similaire, issue de la même famille végétale, présente à l'est de la République démocratique du Congo, est-elle enclin à disparaître. Leur similitude justifierait pour la communauté internationale la protection des deux espèces. Ce qui pour moi est une aberration. Même si le bois se ressemble, pour moi les efforts devraient être faits dans les pays importateurs pour pouvoir effectivement distinguer les différentes espèces au sein d'un même genre. Un nouveau coup dur pour le secteur qui fait déjà face ces dernières années à une forte augmentation des coûts fixes, des prix du bois très variables et à la multiplication des directives environnementales coûteuses. Activité gouvernementale, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binze a animé une conférence de presse au niveau de l'immeuble Arambo. L'accent a été mis sur les conclusions de rapport de la concertation politique qui s'est tenue au Gabon du 13 au 23 février. Je vous propose d'écouter un extrait. En Ngondje et aujourd'hui, on n'a pas organisé une élection présidentielle pour estimer que nous ne respectons pas les accords d'Angondje. Nous avons pensé, de manière tout à fait responsable, qu'il était bon de faire évoluer notre démocratie vers un modèle moins crispant, vers un modèle qui soit moins porteur de risques, de conflits ouverts, politiques j'entends. Et c'est cela la responsabilité lorsqu'on dirige. Il ne s'agit pas de rechercher ce qui ferait bien à l'opinion internationale. Il s'agit de rechercher ce qui est réalisable, ce qui est faisable et qui garantit la paix publique, la tranquillité et le développement. Lorsqu'on discute, on discute en fonction du pays tel qu'il est. On ne discute pas en fonction d'un pays rêvé, souhaité. C'est le pays que nous avons aujourd'hui en partage qu'il nous faut construire et on le construit avec des ressources présentes. Je viens de vous dire qu'il ne faut pas adopter les éléments par effet de mode. Vous connaissez de nombreux pays africains qui ont adopté la limitation des mandats et qui sont gagnés aujourd'hui par la tentation du 3e mandat avec les crises que nous connaissons. Nous avons consensuellement décidé que c'est le peuple qui est souverain, qui choisit de mettre un terme à votre mandat et que le fait de décider par anticipation que votre mandat ne peut durer que X temps n'est pas démocratique si on veut être vraiment démocratique jusqu'au bout. C'est le peuple qui est souverain qui décide. Et nous avons débattu de ce sujet et nous sommes parvenus donc à cette conclusion qui déjà faisait partie de la Constitution en cours, Constitution aujourd'hui en vigueur. Donc ce sujet a été longuement débattu et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il faut garder le sujet en l'état. Donc le mandat, il est limité à 5 ans et il est renouvelable jusqu'à ce que le peuple souverain décide d'y mettre un terme. Nous parlons toujours de la concertation politique. Le rapport final de travaux de cette concertation a été remis au président gabonais Ali Bongo par les représentants des partis de la majorité et de l'opposition. Bienvenue Miko, Bartel Boisse de la presse présidentielle. Dans les bras du président de la République, le rapport de synthèse de la concertation politique remis en main propre par les co-présidents de la majorité et de l'opposition. Le fruit d'intenses travaux de réflexion pour des scrutins apaisés en République gabonaise. À l'issue des échanges francs et fructueux,
les délégués sont parvenus au point de consensus suivant. Le principe de l'alignement de tous les mandats politiques et l'harmonisation de leur durée à 5 ans, à savoir mandat du président de la République, des sénateurs, des députés et des élus locaux. La non-limitation de tous les mandats politiques. L'adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques. Entamée le 13 février dernier, la concertation politique qui s'achève a nécessité 10 jours de réflexion. Monsieur le Président, nous souhaitons que la modernisation et le développement de notre pays se fassent ensemble, que nous regardions les vraies questions sans détourner le regard, et comme dans la marche qui consiste à tour de rôle à mettre un pied devant l'autre, ensemble nous avancerons. Et comme préconisé par le président de la République dans son discours inaugural, l'esprit patriotique ici a prévalu dans l'intérêt supérieur de la nation. Toutes les questions ont été débattues et toutes les questions ont fait l'objet de consensus. Le consensus, c'est d'accepter de partager, de faire un pas vers l'autre. Le consensus, ce n'est pas de ressortir tel qu'on est entré avec ses convictions. Et nous sommes entrés dans cette concertation, chacun avec ses convictions. Et nous avons fait un pas l'un envers l'autre. En cette journée historique pour la démocratie gabonaise, s'ouvre une ère nouvelle. Comme je m'y étais engagé, les propositions que vous avez formulées seront dans le strict respect des règles, retranscrites dans notre droit positif sous forme de loi ou d'autres. Pour m'assurer, vous assurer de l'effectivité de cette retranscription, un comité de suivi sera mis en place. Sa vocation est double. Veiller à ce que toutes, je dis bien toutes, les propositions soient prises en considération. Si chacun ici est arrivé avec ses convictions de la majorité ou de l'opposition, les délégués présents en ces lieux avaient un même but, un même idéal démocratique pour la défense des attentes des populations et la modernisation de notre pays, le Gabon. Et puis à l'issue de cette cérémonie de clôture de cette rencontre, plusieurs acteurs politiques de la majorité et de l'opposition se sont prononcés sur l'opportunité de cette concertation pour la démocratie gabonaise. Propos recueillis par Bienvenu Miko et Bartel Boisse. Ce que nous attendons de ces travaux, c'est que les décisions qui ont été prises soient appliquées, que ça ne soit pas comme dans d'autres rencontres. Nous avons travaillé dans un esprit permanent de consensus et c'est une bonne chose pour notre pays que de voir deux camps qui se disent politiquement opposés parler d'une même voix pour la cause nationale. Nous ne pouvions pas biaiser par rapport aux objectifs qu'on voulait atteindre. Il nous faut une élection transparente et apaisée. Nous y avons été avec franchise et nous avons eu en face une oreille attentive. Elle représente une nouvelle chance pour le redémarrage d'une nouvelle échéance politique. Nous avons fait une avancée pour la République. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que les lois soient personnelles. Nous le faisons pour le pays, c'est pour l'évolution du pays. Contrairement à nos amis qui pensent que le pouvoir avait cette possibilité, avec sa majorité à l'Assemblée nationale, de ne pas convoquer cette concertation, de passer par l'Assemblée nationale pour modifier une constitution et insérer tout ce qui leur plaisait. Mais ils nous ont appelés, nous avons discuté, on est tombé d'accord. Donc tout ce qui est pris comme décision, c'est vraiment consensuel. L'objectif d'abord pour tous, que ce soit leaders de l'opposition ou ceux de la majorité, ce n'est que de cultiver sans cesse, de cultiver le patriotisme. Nous restons en politique pour parler cette fois-ci du point de presse du parti politique MCVL, Mouvement citoyen des volontaires des libertés.
Le président de ce parti a choisi cette occasion pour s'exprimer essentiellement sur le report du congrès qui devrait se tenir demain. Plus de précisions avec Jessica Ondjoa. Le report de ce congrès national fait suite à une décision prise par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui estimait que le mouvement dirigé par Emmanuel Vemba ne remplissait pas toutes les conditions de la tenue de ces assises nationales. Pour le ministre de l'Intérieur, le MCVL ne peut tenir un congrès national parce que n'ayant pas encore la capacité juridique, c'est-à-dire le récépissé. Pourtant, mesdames et messieurs, les politiques gabonais constatent, pour le déplorer et s'en inquiéter, que certains partis nés hier acquièrent la capacité juridique au lendemain de leur création et tiennent des congrès avant leur légalisation. S'agit-il d'un Gabon à deux vitesses pour deux peuples différents? Faut-il rappeler que le MCVL, après son congrès constitutif, avait déposé conformément à la loi son dossier juridique en bonne et due forme et ne souffre d'aucune ambiguïté jusqu'à ce jour. Une décision mal perçue par le mouvement citoyen des volontaires des libertés. Le président de la société civile appelle à la retenue des partis politiques, des ONG, des centrales syndicales, les confessions religieuses et l'ensemble des congressistes. Que se cache-t-il derrière cette interdiction? Aussi, nous reviendrait-il de sources autorisées que les forces de sécurité occuperaient massivement le site devant abriter nos travaux dès demain matin? C'est pourquoi, connaissant la violence de nos gouvernants, le MCVL exhorte ses militants choisis pour y prendre part à la retenue, au calme et à la sagesse. Le mouvement reste en attente d'une date définitive et que les assises se tiennent comme convenu. Cap à l'intérieur du pays, à Oyem précisément, on parle des préparatifs de recensement de la population. La Direction générale de la statistique a procédé à la phase de sensibilisation et s'est également concertée avec les autorités de cette localité. Des précisions avec Maya Meza. Dans le cadre d'une mission de sensibilisation dans la province du Wolontem, Mbazon Daniela et son équipe ont procédé au démarrage des travaux de la cartographie pilote. Une énième rencontre qui avait pour but de tester l'outil numérique qui sera utilisé sur le terrain. Donc l'objectif ici, c'est de demander l'autorisation, d'annoncer l'arrivée des équipes qui seront certainement là la semaine prochaine pour démarrer ces activités-là et de sensibiliser les populations, les autorités locales, les auxiliaires de commandement, demander leur aide pour qu'ils nous accompagnent dans ces activités de recensement. Après l'intervention du chef de l'équipe, plusieurs interrogations ont été mises sur la table de discussion. De ce fait, je crois que le message est clairement passé et que le travail demandé sera effectivement effectué sur le terrain. Il ne s'agit que d'un test. On n'a pas besoin de travailler avec toute la population actuellement. Mais lors de la cartographie censitaire qui couvrira le territoire national, toute la population sera concernée. Ce recensement consiste également à dénombrer toutes les infrastructures économiques et sociales habitées du pays. 2 agents cartographes vont se déployer dans les secteurs de dénombrement qui leur seront affectés dans les quartiers et villages. Un mot de santé dans ce journal. Le Gabon continue sa riposte face au virus Marburg. Pour l'heure, la sensibilisation reste le leitmotiv pour les autorités sanitaires. Chimène Nindon pour les détails. Depuis que le virus de Marburg a été confirmé en Guinée équatoriale, l'État gabonais a pris un certain nombre de mesures. Des instructions sont mises en place pour prévenir une éventuelle propagation du virus dans la province du Wolontem, province frontalière à la Guinée équatoriale. Il y a eu des dispositions prises au niveau des frontières que l'on considère comme des portes d'entrée. Et il y a également eu un accent particulier sur le pilier de la sensibilisation. Plusieurs autorités de la province
ont été déjà sensibilisés. Nous avons commencé par nous adresser aux responsables politico-administratifs et militaires de la province. Ensuite, nous sommes allés échanger avec les auxiliaires de commandement sur l'axe à risque qui est celui de Medzen. Ce matin encore, nous étions maintenant avec les eaux et forêts qui ont une meilleure maîtrise de la faune. Nous avons appelé les responsables des commerçants, les tenanciers des restaurants, ainsi que les dames qui vendent des gibiers. Joséphine Obam, présidente de la cellule de communication et d'engagement communautaire grecque, précise que l'épidémie de Marburg n'est pas encore présente au Gabon. On n'a pas encore décelé un seul cas. L'épidémie est en Guinée équatoriale et ça a été confirmé. La sensibilisation, qui reste le leitmotiv de cette lutte, permet à la population d'être mieux édifiée. C'est pour ça qu'on vous a donné tout jusqu'à identifier les signes et les symptômes. Si ça entre dans notre maison, il ne faut pas que ça entre dans notre corps. Rappelons que le virus a été découvert en Allemagne, dans la ville de Marburg, dont le virus porte le nom. Ça va ? Culture à présent, sortie du film Tirailleurs de Mathieu Vadepied et d'Omar Sy. L'Institut français du Gabon a organisé un débat sur les soldats issus des anciennes colonies françaises ayant combattu pour la France lors de Première et Seconde Guerre mondiale, avec bien évidemment la participation du Gabonais capitaine Charles Ntchorere. Modeste Mbazagoy pour les détails. Le 7e art français commémore les soldats issus des anciennes colonies françaises ayant combattu pour la France. La projection du film Les Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy a réuni les élèves militaires français et gabonais et les passionnés de cinéma qui n'ont pas caché leur patriotisme. Le film dans l'ensemble, il est édifiant, il est intéressant, surtout avec l'acteur Omar Sy qui a fait la polémique avec notamment la sortie du film avec tout ce qui s'est suivi. Donc il était nécessaire de le regarder en fait. Et l'angle, nous en tant que Gabonais, quand on sait qu'on a des soldats également qui sont tombés là-bas, l'angle il a été abordé dans le sens de Sénégal, Mali, Niger, Soudan. Donc peut-être nous on est un peu lésés aussi parce que le film il est en wolof. Après la diffusion de cette œuvre, un débat s'est ouvert entre les spectateurs, experts et historiens qui ont discuté sur les enjeux mémoriels autour des tirailleurs qui ont contribué à la libération de la France. On s'est servi de cette projection pour justement évoquer de manière un peu plus scientifique l'histoire de ces Africains qui ont combattu pour la France, que ce soit pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur tous les conflits du XXe siècle. Donc c'est pour ça qu'on a réuni tout un tas de personnes de manière à présenter un panorama complet de cette histoire. Charles Ntchorere a marqué également l'histoire de cette commémoration par sa discipline d'esprit et sa bravoure, comme l'en témoigne un de ses descendants. Vous voyez, donc ces jeunes doivent comprendre une chose, le capitaine Ntchorere a vécu à une certaine époque. Moi j'étais français quand je suis né. Mais en 1960, mes parents ont rejeté la nationalité française. Tous les Ntchorere étaient français, d'autres Gabonais. Tous ceux qui ont vécu avant l'époque coloniale étaient tous français. Mais le patriotisme qui nous a habités a demandé que nous voulons être Gabonais. Maintenant, on était fiers d'être Gabonais, nous sommes indépendants. Mais que les jeunes comprennent que ce sont des Gabonais qui sont allés mourir pour libérer l'humanité de l'emprise nazie qui avait une philosophie très macabre contre la race noire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que Hitler disait les chaussures, les bottes de l'armée allemande, ils feront ces bottes avec la peau des Noirs. Le recrutement des tirailleurs qui avaient combattu pour la France lors de la Première et Seconde Guerre mondiale se faisait dans 14 pays issus des anciennes colonies françaises, dont le Gabon. L'actualité se poursuit hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le corps de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés le 15
octobre 1987 ont été inhumés hier au lieu de leur mort. Une cérémonie d'inhumation qui a été contestée par les familles des défunts. Plus de précisions dans cet élément de Sidel Animan. L'inhumation des restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons a eu lieu ce jeudi. Cette réinhumation a suscité des réactions mitigées, notamment dans la famille de l'ancien président burkinabé qui est divisée sur la question. Certains d'entre eux estiment que c'est un supplice de devoir se recueillir sur sa tombe au même endroit où il a été assassiné. Sa sœur Blandine Sankara s'est exprimée sur RFI et a qualifié cette cérémonie de cirque. Parlant au nom de toutes les familles des défunts, elle déclare que c'est une douleur pour eux d'enfermer les âmes de leurs défunts sur les lieux où ils sont tombés. Au sein de la population, au contraire, c'est avec joie que les Burkinabés ont accueilli cette réinhumation. Stanislas Damiba, qui fait partie des 600 jeunes Burkinabés, pour la plupart des orphelins, envoyés par Thomas Sankara à Cuba pour suivre une formation il y a 35 ans, loue l'initiative. Ce jour est un jour immense parce que c'est dans le lieu où Thomas Sankara est tombé qu'il sera enterré avec ses 12 compagnons d'infortune. Alors, je pense aujourd'hui que c'est important pour le Burkina et pour le monde entier que où Thomas Sankara est tombé en Europe, sera enterré. Donc c'est une joie. Début février, la famille de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara avait annoncé qu'elle n'assistera pas à cette cérémonie. Jeudi, elle avait demandé au président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, de ne pas procéder à cette inhumation à l'endroit où il a été tué, chose qui leur a bien sûr été refusée. De par la loi, il n'y a même pas discuté. Étant entendu que le président Sankara est militaire, son corps appartient à l'armée. Mais, comme dit la loi, toutefois, les familles pourraient, après les cérémonies, les différentes cérémonies programmées, demander la restitution de ces corps et l'autorité appréciera. Donc il n'y a pas vraiment de polémique autour. Thomas Sankara, icône panafricaine, a été tué il y a plus de 35 ans. En avril, après un procès de 6 mois, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné Blaise Compaoré, à l'époque son numéro 2, par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans cet assassinat. En République démocratique du Congo, les mouvements de violence se poursuivent dans l'est du pays entre les combattants du M23 et l'armée congolaise, en dépit d'un appel au cessez-le-feu lancé par les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Des coups de feu ont encore été entendus hier à une dizaine de kilomètres de Sac, une ville située à 27 kilomètres de la ville de Goma. Ralph Lenyongo. Des tirs ont été entendus jusqu'au petit matin aux alentours de Mouchaki. D'autres détonations ont été entendues dans les villages situés près de la colline de Kagoma, toujours à proximité de Saké. Les combattants du M23 se dirigeaient vers la cité de Mouchaki. Selon une source officielle, ils ont été confrontés, disent les acteurs de la société civile, à une contre-offensive de l'armée qui a réussi à les repousser. La situation a provoqué une fois de plus d'importants déplacements de population. Des déplacés, dont des femmes. Des enfants et des personnes âgées sont arrivés épuisés à Saké et à Kagoma. Selon la société civile locale, la prise de Mouchaki serait stratégique pour le M23. Elle permettrait de couper la route Goma-Massissi, ce qui aurait comme conséquence l'asphyxie de la ville de Goma, qui dépend en grande partie de cet axe pour s'approvisionner en produits vivriers. Sur l'autre ligne de front, toujours dans le territoire de Massissi, le M23 tente de renforcer le contrôle des alentours de la cité de Kichanga, à environ 100 km à l'ouest de Goma, qui l'occupe depuis fin janvier. Nous restons à l'étranger pour parler de l'Ukraine qui entre ce vendredi dans sa deuxième année de guerre contre les forces russes, marquant le premier anniversaire de l'invasion face à laquelle elle a affiché une résistance acharnée aidée par les pays occidentaux. Sidel Animan, Polorissi. Au petit matin du 24 février 2022, les troupes russes pénétraient sur le territoire ukrainien, lançant le pire conflit que l'Europe ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette attaque a entraîné la fuite de plus de 8 millions d'Ukrainiens dans le plus grand exode de réfugiés que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. La machine de guerre de Moscou a bombardé les infrastructures, des missiles, des roquettes et des obus d'artillerie ont touché sans discernement des maisons, des hôpitaux et d'autres bâtiments publics, tuant et blessant des milliers de personnes. Dans certaines régions,
les ruines d'immeubles, d'habitations et les ponts effondrés sont désormais les principales caractéristiques du nouveau paysage ukrainien ravagé par la guerre. Des voitures incendiées et des véhicules blindés parsèment les routes. En ce jour, des cérémonies locales sont prévues, notamment à Boutcha, en banlieue de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputé aux troupes russes. Une résolution de l'ONU exigeant un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine a été adoptée ce jeudi 23 février avec une majorité de 141 voix. 7 pays ont voté contre: le Bélarus, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua, la Russie et la Syrie. 32 pays se sont abstenus, parmi eux 15 pays africains, dont l'Algérie, la République centrafricaine, l'Éthiopie, le Gabon, l'Afrique du Sud et le Soudan. Vendredi, la Chine, qui s'est également abstenue lors du vote, a appelé Moscou et Kiev à reprendre le dialogue direct aussi vite que possible en vue d'une solution pacifique. En bref, blessé au début du mois de novembre dernier, Sadio Mané devrait refaire son retour sur le terrain après-demain avec le Bayern Munich. Un retour à point nommé pour son club, pas souverain en championnat, mais et pour son pays à un mois de la CAN 2024 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons toujours en sport. Dans le cadre de la valorisation de la Ligue de basketball de l'Estuaire, Jessica Boussamba, épouse Bekale, a été ce jour à l'hôtel de ville de Libreville, une rencontre qui a eu pour objectif de discuter avec le 5e adjoint au maire en charge de sport de la santé. Jeremy Goma nous donne les détails. Les membres du bureau exécutif de la Ligue nationale du basketball de l'Estuaire ont été reçus en audience ce vendredi 24 février par le 5e adjoint au maire en charge du département de la santé, des sports et du développement économique, Issa Malam Salatou, dans sa quête de partenariat afin de faire respecter l'un de ses objectifs qui est de promouvoir davantage le basketball au niveau de l'Estuaire. La Ligue provinciale de basketball souhaite se faire accompagner par la 5e personnalité de l'hôtel de ville. Tel a été l'objectif de cette rencontre. Ce matin, nous avons reçu le bureau de la Ligue de basketball de la province de l'Estuaire. Il faut dire que lors de la finale du la Business Coupe, Business League, j'avais eu à échanger avec Madame la Présidente et justement lors de l'échange, j'ai pu constater qu'ils avaient beaucoup de projets, beaucoup d'activités. C'est pour cela que nous étions convenus de nous retrouver à l'hôtel de ville pour voir un peu comment nous pouvons évoluer ensemble, arriver à une sorte de partenariat. Une audience qui vaut son pesant d'or puisque les retours annoncent déjà des jours meilleurs au sein de la Ligue provinciale de l'Estuaire. Le retour est très positif parce que déjà monsieur le 5e maire adjoint a adhéré à notre proposition de mécénat en tant que membre Silver et c'est déjà un gros accompagnement pour nous. Dynamique et objective, cette ligue souhaite marquer les esprits en faisant bouger les lignes. Restons en sport pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Panthères du Gabon affrontent les Crocodiles du Nil du Soudan les 23 et 27 mars 2000 prochains. Herman Malaga nous en dit plus dans cet extrait de 13h. Regardons. Oui, les Panthères du Gabon vont affronter les 23 et 27 mars prochains cette équipe des Crocodiles du Nil dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue se jouer dès janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que au moment où nous discutons de ce sujet sur ce plateau, les Panthères du Gabon sont 2e du groupe I, à la différence de but avec l'équipe de la Mauritanie qui a 4 points également qui est en tête. Et nous avons en bas du tableau de classement, on va dire, le Soudan et la RDC. D'accord. Bien, le Gabon a-t-il des chances de qualification pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Bien, pour se qualifier, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il faut déjà passer le cap du Soudan. Il faut dire que le Soudan est une équipe difficile à jouer au même titre que certaines autres équipes africaines. On peut parler de la Libye.
il y a certaines données qu'on peut essayer de regarder lorsque l'on observe le classement FIFA mondial. Le Gabon se situe à la 79e place et le Soudan est à la 138e place. Mais lorsque vous revenez sur le plan africain, vous avez le Gabon qui est 15e et la RDC qui se retrouve 14e. Donc il faut dire que ces données ne sont pas souvent, ne reflètent pas toujours la réalité sur le terrain. Et maintenant, s'il faut revenir sur le groupe en lui-même, il faut dire que cette équipe du Soudan, sur le nombre de buts marqués, a quand même une longueur d'avance sur les Panthères du Gabon. Mais on a constaté que cette équipe des Panthères est sur une dynamique positive depuis la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, avec ce duo d'attaque Jim Alevina et Aaron Salem Boupenza qui marche bien. D'ailleurs, en novembre dernier, lors des 2 matchs amicaux des Panthères contre la Guinée-Bissau et cette équipe du Niger, les Panthères l'ont emporté respectivement 3-1 et 3-0, je crois, avec des doublés de ces 2 garçons. Donc il faut dire que les Panthères sont quand même sur une dynamique positive, et la dernière confrontation également entre les 2 équipes a vu cette équipe des Panthères prendre le dessus 2-1. On croit que le Gabon part quand même favori lors de ces 2 matchs, et ce serait bien de faire le plein des points afin de prendre une option positive sur la qualification. D'accord. Justement, en parlant de ces Panthères, vous pensez, Herman, que les Panthères sont favoris lors de ces différentes rencontres? Est-ce que les Panthères vont se qualifier? Les Panthères sont logés dans un groupe très équilibré quand même, parce que cette équipe de la RDC, il faut peut-être pas l'enterrer très tôt, même si ça se passe un peu mal. Elle a perdu contre le Soudan sur ses propres installations, mais les Panthères sont sur une dynamique positive. Je crois qu'on a observé du côté du Cameroun que cette équipe désormais savait se battre, revenir au score, travailler ensemble. On croit que les Panthères ont vraiment une chance de qualification dans ce groupe relativement cohérent, équilibré, et que les Panthères pourraient également faire partie de ce voyage du côté de la Côte d'Ivoire en janvier prochain. Bien, pour finir, qu'en est-il de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina? Vous faites bien de poser cette question. Pour nous, c'est une question qui vaut son pesant d'or, parce que c'est vrai que sans ces garçons, l'équipe nationale a bien marché derrière. Mais si vous rajoutez Pierre-Emerick Aubameyang dans cet effectif et Mario Lemina, ce sont 2 garçons avec de grandes qualités, ce sont des cadres de cette sélection des Panthères du Gabon. Cela va permettre de bonifier le potentiel de cette équipe et de pouvoir améliorer davantage les résultats de cette sélection des Panthères du Gabon. Le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mongengi, tout dernièrement a adressé une lettre à Pierre-Emerick Aubameyang, qui connaît des moments difficiles avec son club de Chelsea, pour l'encourager. Nous croyons que cette initiative est l'illustration parfaite que le Gabon entier souhaite certainement que ce garçon revienne en sélection nationale. Ce serait bien pour qu'il se relance, parce que nous pensons qu'il a encore quelques années dans le football, de belles années à passer. Et de l'autre côté, vous avez Mario Lemina qui s'est exprimé après tout ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Beaucoup de noms dits, mais ce qu'on retient, c'est que Mario, qui est reparti en première ligue et qui est titulaire, qui dispute beaucoup de rencontres avec cette équipe de Nottingham Forest, a clairement dit que la sélection gabonaise, c'est son cœur. Et je pense que ces garçons ont simplement le désir de revenir en sélection, même s'il y a des préalables à régler. Donc nous souhaitons simplement que les 2 parties, donc la fédération et ces garçons, essaient d'accorder les violons pour qu'ils reviennent en sélection. Tout ceci pour l'intérêt de la nation gabonaise et pour le rayonnement de la sélection des Panthères du Gabon. D'accord. C'est sur cette actualité que nous mettons un terme à cette édition d'information. Je vous retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Demain, Maya Meza vous informe lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.